ça très juste que tu t'opposes, on va dire, un peu le côté communiqué. Valorant, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci Philippine, je suis ravi d'être là. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu l'as dit, le média que tu as cofondé, Le Crayon, cumule plus de 5 millions d'abonnés à travers ses différents médias et agences. Et d'ailleurs, vous accompagnez des figures très connues, notamment Kelly Massol, Blaise Matuidi ou encore Sam Zira, et puis des grands groupes aussi, comme Google, je crois, ou encore BNP Paribas. Ton sujet, c'est l'un des plus brûlants du moment, et c'est notamment pour ça qu'on a souhaité échanger avec toi aujourd'hui et te donner cet espace de masterclass. C'est comment créer une marque personnelle qui est authentique, qui inspire, qui vient toucher son public aussi, et puis qui ouvre de vraies opportunités concrètes. On parle même d'ailleurs de révolution de l'incarnation en ce moment dans les médias. Et donc c'est pour ça, selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment, et ce sera ma question d'ouverture si tu veux bien, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qui communique et quelqu'un qui crée une véritable marque personnelle? C'est une très bonne question et je trouve ça très juste que tu t'opposes, on va dire, un peu le côté communiquer comme le terme générique, où on dit en gros il faut qu'on communique dessus, mais on ne sait pas trop comment, quel biais le prendre, et la question du personal branding. Parce que pour moi, communiquer, c'est l'action. Et donc, si on ne se base que sur l'action, en fait, on mène des actions, mais on n'a aucune stratégie globale, on ne construit rien, en fait, lié à ça. Là où une stratégie de personal branding, ou même de branding, parce que nous, on ne fait pas que des choses incarnées, il y a aussi des choses désincarnées, c'est des choses qui se construisent. Nous, on aime bien dire en interne, c'est une phrase d'un entrepreneur américain, mais on aime bien le dire un peu presque à la blague, mais c'est important d'avoir une bonne stratégie. Et c'est une manière un peu c'est une phrase très simpliste, mais c'est une manière de dire, si jamais c'est pas une évidence pour toi qu'il faut qu'il y ait une stratégie, c'est que t'en as pas, et si t'en as pas, probablement que tu vas pas au bon endroit, quoi. Oui. Et donc, j'aimerais revenir juste sur la révolution de l'incarnation, parce que on pourrait parler de branding et de communication, mais aujourd'hui, parlons peut-être plutôt de personal branding, parce que c'est pour un sujet qui, non seulement est le sujet dont on parle le plus dans la communication, mais aussi un sujet dont n'importe qui, à tout niveau, peut réussir à s'emparer. Même en étant étudiant, freelance, employé, même tout en bas d'une échelle d'un très grand groupe et tout le monde peut s'en saisir. Le vrai point de départ, c'est de comprendre que cette révolution-là, elle a eu lieu avec le tournant des réseaux sociaux. Dans la musique, on est passé des groupes de musique, les Rolling Stones, les Beatles, à des artistes, Kendrick Lamar, Taylor Swift. Dans la politique, on est passé des partis politiques, le Parti Socialiste, le RPR, l'UMP, à des individus. Emmanuel Macron, qui crée littéralement En Marche, EM, ou Donald Trump, dont le Parti des Républicains est presque un détail de sa victoire politique. Il a même d'ailleurs mis le parti au pas de sa propre vision du monde. Et en 2016, c'était la surprise de son propre parti. Mais c'est vrai dans le foot aussi. De plus en plus de gens suivent des joueurs de foot avant de suivre des équipes. Des gens suivent Mbappé avant de suivre le PSG ou le Real. Et en fait, et je rajouterais même, parce que c'est mon domaine, les médias, où on est passé de suivre TF1, France 2, à suivre Hugo Décrypte. Leurs incarnants. C'est fou de se rendre compte que c'est systémique, c'est toutes les industries. Toutes les industries ont vécu cette révolution de l'incarnation. Donc comment on y arrive et comment on réussit à se définir en point de départ du personal branding? Déjà, on se rend compte que tout le sujet qui réussit à sous-tendre cette révolution, c'est qu'on a plus confiance dans un individu que dans une marque. Et donc, on a la capacité de se projeter et de s'identifier à un individu beaucoup plus qu'à une entité un peu fumeuse. Notamment parce que quand une marque parle, qui en est le responsable? Alors, on peut dire le CEO, on peut dire la direction de la com, on peut dire les agences qui bossent pour cette marque. Ok. Mais qui est responsable? Qui rend des comptes? En fait, pas grand monde. Et ça, je pense que notre époque l'a bien vu et l'a bien senti. Et quand il y a eu des scandales d'entreprise, des scandales de politique ou de groupes de musique ou de labels, il n'y a jamais vraiment quelqu'un qui trinquait réellement. Ou parfois même, on pouvait remplacer le CEO, on en foutait un autre, mais en fait, on repartait comme en 40 avec les mêmes conneries, en fait. Et donc, c'était... Sentiment d'impunité, quoi. Exactement. Et je pense que ce sentiment d'impunité, qui est un peu en ligne de fond d'inégalité sociale, en ligne de fond d'irresponsabilité des dirigeants, de toutes ces choses-là, on se rend compte qu'on est capable d'aller recréer cette confiance-là à travers un individu. Parce que pour le coup, l'individu, lui, sera jugé, en tout cas médiatiquement, à la hauteur du bien ou du mal qu'il fait. Et on peut très bien le voir avec deux exemples totalement opposés dans la youtuberie française. D'un côté, Norman, qui, alors même que l'affaire judiciaire a été classée sans suite, mine de rien, a été totalement condamné au tribunal médiatique.
ça n'engage que moi, mais a raison à mon avis, parce que ça n'est pas parce qu'il judiciairement il n'était pas coupable que moralement c'était quelqu'un qu'on voulait suivre. Et moi, à titre personnel, moralement, je ne veux pas suivre quelqu'un comme ça. Et de l'autre côté, une figure lumineuse de notre génération qui est Inoxtag, et qui va porter des projets comme Kaizen, qui fait que tout le monde va se mettre à l'escalade, au running. Parce que tu vois, il y a une révolution dans les défis sportifs. Je suis sûr que ça a été un des plus gros, littéralement, influenceurs de cette révolution sportive, et qui du coup va gagner les crédits de ce combat qu'il a lui-même mené sur lui-même, parce que on se rend pas compte, parce qu'on a l'impression que c'est un youtubeur pété de thunes qui fait ce qu'il veut quand il veut, mais faire l'Everest, c'est pas une blague. Ouais. Faire l'Everest, c'est un vrai défi. Bien sûr. Les gens qui font des marathons voient déjà que très bien qu'un marathon, c'est déjà une dinguerie à réussir à accomplir. Ouais. Faut imaginer ce que c'est que de faire l'Everest. Et j'aime raconter ça à ma mère, qui a un ami qui était parti faire l'Everest et préparer l'Everest. Il a mis 3 ans et demi. Oh, Inoxtag, c'est 1 an. Alors, Ouais. il avait un job, il est plus âgé, tout ce que tu veux, mais ça Bien montre sûr. quand même que c'est quand même un vrai succès. Et donc, en fait, cette opposition entre marque et incarnant, entre institution totalement avec totalement une absence de visage et une personne qui est elle-même l'institution par son visage, Oui. c'est vraiment un énorme clash d'époque. Et je pense qu'on le voit même, et je terminerai là-dessus sur la partie, on va dire, posage de contexte, que c'est même en train de devenir un levier business. Aujourd'hui, Sam Altman et donc le fondateur de ChatGPT, d'OpenAI, et Elon Musk de Tesla et de SpaceX se font littéralement des guerres médiatico-juridiques Tout à fait. sur Twitter en live, Ouais. avec toi et moi en train de bouffer du popcorn et de regarder quoi. C'est vrai. En oubliant l'aspect économique de ça, c'est-à-dire, une fois qu'ils se sont embrouillés sur Grok et sur ChatGPT, est-ce qu'on pense vraiment aller voir d'autres IA? Ouais. Et donc, en fait, avec ce petit clash, ils arrivent à faire totalement occulter auprès de l'opinion publique qu'il y a d'autres alternatives à Grok et à ChatGPT, ce qui, pour Grok, est une très, très, très bonne chose, parce que du coup, il faut bien qu'il y ait un numéro 2 qui émerge derrière Bien sûr. ChatGPT. Bien sûr. Et quand on regarde dans le grand public, le numéro 2 qui émerge, le grand public, hein, pas les experts, le grand public, c'est Grok. Et ça n'est pas Anthropique, Claude ou Mistral. Donc, je comprends que tu parles d'incarnation, effectivement, mais maintenant, quand c'est incarné par une personnalité publique, une personne en tout cas, physique, qu'est-ce que tu... Parce que tu en accompagnes bien, j'ai dit Blaise Matuidi et notamment Kelly Massol. Je t'ai pris les plus connus, hein, on a d'autres qui Tu en sont as moins grand beaucoup public. d'autres. Ouais. Mais qu'est-ce que tu leur conseilles? D'être authentique? Parce que incarner ça, et notamment avec authenticité, être soi-même, notamment sur les réseaux sociaux, ça peut à la fois être considéré comme une force, mais aussi comme un risque. C'est complètement vrai, et ça peut être vraiment un risque. Nous, globalement, la première grille de lecture, parce que je t'en donnerai encore plus de tout ce qu'on a développé en méthodologie interne, mais la première grille de lecture, c'est de quoi suis-je le nom? De quoi suis-je le nom? Quelle place j'occupe dans le paysage mental des gens? Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre communication personnelle, notre personal branding, il répond à un besoin en contenu, en inspiration ou en leadership, parce que c'est ton grand sujet. Tout à fait. Et en fait, quelle place, de quels besoins ont les gens? Donc les gens, ils vont avoir besoin de gens qui les motivent, ils vont avoir besoin de gens qui les énervent, ils vont avoir besoin de gens qui les adoucissent, ils vont avoir besoin de gens qui leur apprennent des choses. Donc il va y avoir plein de rôles dans la société. Le prof, le tribun, le méchant qu'on adore détester. Enfin, plein de gens vont occuper des places différentes. Et au lieu de croire que je suis tellement unique, que je vais créer le truc tellement nouveau moi-même et tout, c'est complètement con. C'est comme vouloir écrire un film et vouloir faire l'inverse d'un script et d'une histoire qui fonctionne. Non, il faut faire une histoire qui fonctionne. En revanche, quelle est l'histoire qui fonctionne, qui résonne avec ce que je suis vraiment? Donc, de quoi suis-je le nom? Pour prendre l'exemple de Kelly Massol, qui est une femme admirable, au-delà de la manière dont on l'aide et dont on l'accompagne à se mettre en avant, elle est admirable, elle-même. Ouais. Mais de quoi Kelly Massol est le nom? C'est le nom de tous les oubliés. C'est le nom de toutes les personnes à qui on a dit la réussite, le pouvoir, le succès, ça n'est pas pour toi. Ouais. Et en fait, ce n'est pas que Kelly Massol, ce nom-là. C'est le nom aussi de tous les fans de jeux vidéo qui vivaient en province, loin de Paris, à qui on a dit « vous serez jamais grand-chose ». Bah oui, mais Squeezie est devenu Squeezie. Ouais. C'est comme tous les rappeurs de quartier qui faisaient ça pour le kiff et qui rêvaient d'avoir un avenir un peu meilleur et qui, pour beaucoup d'entre eux, se sont cassés les dents là-dessus. Oui, ok, mais Nino ou Jay-Z ont réussi. Et donc en fait, Kelly Massol, elle est le nom de ça. Elle est la parole business, la parole entrepreneuriale de toutes ces figures artistiques, culturelles, qui venaient d'en bas, dont la majorité ont réussi pas par le business, mais plutôt par des domaines culturels ou entertainment.
Et donc, elle va faire converger ses discours autour de sa personne en disant, elle est le nom de l'entrepreneuriat d'en bas, de l'entrepreneuriat de ceux à qui on a dit, c'est pas pour toi. Et donc ça, c'est par exemple un exemple de ce qu'elle peut occuper en termes de place là-dessus. Elle est cette place-là, mais elle pourrait très bien dire d'autres choses. Kelly, elle a d'autres aspects. Bien sûr. Elle est mère de famille, par exemple. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Ouais. C'est quelqu'un qui a une très grande sensibilité sur les parcours de vie de gens qu'elle rencontre et tout. Mais de fait, elle ne parle pas beaucoup du fait d'être mère de famille, ça n'est pas son sujet principal. Elle ne parle pas beaucoup de son côté un peu mère Teresa, parce que c'est pas son sujet principal. Son sujet principal, c'est peu importe où vous êtes, vous pouvez le faire et j'en suis la preuve. Ouais. Et donc, elle est le nom de quoi ? Elle est le nom de la preuve que c'est possible. Mais elle pourrait choisir d'autres voies. C'est juste que cette place-là, c'est une place dont les Français et Françaises ont besoin. Donc, quand on veut communiquer, il vaut mieux demander à notre entourage, notamment, de quoi on est le nom pour trouver le bon. C'est ça que tu dis. Exactement. En fait, quel est l'aspect sur lequel les gens nous consultent le plus, nous valorisent le plus ? Parce qu'en fait, mine de rien, notre entourage, je parlais d'entourage. Quand je dis entourage, j'aime vraiment grossir le sujet d'entourage plutôt même professionnel et tout. Pas forcément d'entourage en mode papa, maman, frère et sœur, copain, copine. Parce que là, tu peux avoir une limite et un gros biais, le biais du privé. Mais en revanche, dans ton écosystème, je sais que par exemple, moi, je suis le nom de la réunion. Je suis le gars qui connecte les gens. C'est ce que je fais de plus, c'est ce que je fais de mieux. C'est ce pourquoi les gens me valorisent le plus. Le nombre de rencontres qui ont été faites grâce à moi, c'est en centaines, si ce n'est en milliers. Je suis le nom de ça. Alors oui, moi je suis passionné de géopolitique, je suis passionné de technologie de pointe, je suis passionné de cinéma, je suis passionné de foot. Mais personne ne veut écouter mes analyses footballistiques et tout le monde s'en fout de si jamais j'ai aimé ou pas un film. Ouais. Ce qui intéresse les gens, c'est comment on crée des mécaniques de rencontre, comment on crée des mécaniques de réunion, comment on fait en sorte de résoudre des problèmes ou faire progresser des sujets grâce à la rencontre. Donc il faut que je sois le nom de ça. Et le personal branding, c'est aussi occulter ce qui est non nécessaire. Je crois que c'est Bruce Lee qui disait ça. Il disait la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à rajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer. Et en fait, c'est aussi un peu l'art de ça, le personal branding. Et plus on est sur trop de sujets à la fois, moins on réussit à être percutant, parce que du coup, on n'est plus le nom de quelque chose. On est le nom de trop de choses. Et puis, à force d'être partout, tu es vraiment nulle part, je crois. Donc, surtout dans la tête des gens, où les gens sont bombardés de contenu. Ils ont besoin qu'on soit archétypal. Beaucoup de gens disent il faut qu'on soit caricatural. Oui et non, on n'est pas obligé d'être caricatural. En revanche, il faut qu'on soit archétypal. Et c'est-à-dire, en fait, correspondre à un archétype de personnage. Dans les films, il y a toujours des personnages. Il y a le personnage secondaire qui est toujours là pour faire des blagues et faire le pas de côté. Il y a le personnage principal qui est toujours quelqu'un qui doute, qui va être tenté par le côté obscur. Il y a le méchant qui va faire ça pour des raisons qui sont supposément morales selon sa grille de lecture et qui du coup va faire questionner notre vision du bien et du mal. Ce sont des archétypes. Et moi, j'encourage les gens à rentrer dans des archétypes, mettre eux, leur vie, leur histoire, leur vision du monde, leur savoir, leur connaissance dans un archétype. Et l'archétype devient le véhicule du fait de pouvoir percer et être audible auprès du grand public. Et typiquement, Emmanuel Macron n'a jamais été le nom de quelque chose. Et c'est tout le problème. C'est que du coup, personne ne sait s'il est vraiment dans son camp ou pas dans son camp. Et à force de vouloir être du coup l'ami de tout le monde, tu es l'ami de personne, en fait. Et c'est ça vraiment le sujet. Et je prends l'exemple d'Emmanuel Macron, c'est le président de la France, donc le sujet est tellement large qu'on ne pourrait pas tout résumer juste à ça parce qu'il a lui-même traité trop de sujets. Mais cet instinct qu'on a sur un Sarkozy en se disant « Ok, Sarkozy, on comprenait de quoi il parlait ». C'était le nom du travail, c'était le nom de la sévérité, c'était le nom de la pugnacité et tout. On aime, on n'aime pas. Au moins, c'était quelque chose de clair. Et le manque de clarté ou le fait d'être trop large est un vrai problème de communication. Et du coup, ça nous nuit dans les messages qu'on veut faire passer. Et je le dis en étant le premier concerné de ça, parce que même moi, je me suis posé beaucoup de questions. J'imagine. Quel est le message que je dois porter aux gens ? Est-ce que je suis Valran l'entrepreneur qui partage son récit pour essayer d'apprendre aux gens qui passeront par là ? Est-ce que je suis Valran l'agitateur politique qui veut essayer de faire bouger les lignes parce que je crois que notre pays a des choses à faire ? Est-ce que je suis Valran le marketeur, c'est-à-dire celui qui comprend très finement les mécanismes du marketing, de la communication et tout ? J'aurais pu prendre ces trois voies-là, mais j'ai décidé de prendre celle qui, à la fin, est potentiellement la plus ultime pour les gens, où les gens me consultent le plus, qui est
comment on réussit à créer de la valeur et à résoudre des problèmes par la réunion, par le réseau, par le fait de rencontrer les gens ou de communiquer avec les gens. Parce que moi, dans le côté réunion, j'inclus la dimension communication avec sa communauté et son Bien public. sûr. Et donc voilà. Alors justement, pour commencer à construire sa marque personnelle, pour commencer à communiquer, etc., et trouver vraiment là où il faut le faire, donc tu nous as donné un premier conseil. Vous avez aussi lancé, je crois, au Crayon, un test de personal branding. Bah, j'allais venir, c'est notre... parce qu'en fait, c'est le test en tant que tel est très utile selon moi, mais il est surtout le reflet de la méthodologie qu'on a construite. Nous, on s'est rendu compte en travaillant avec nos clients qu'on ne pouvait pas débarquer et faire du cas par cas et du sur-mesure à chaque fois. Pas parce que c'est pas rentable de le faire, ça l'était, parce que ça ne marche pas. Parce que le sur-mesure va te pousser à un peu trop écouter les désirata profonds de ton client qui peuvent aller à l'encontre de leurs propres intérêts. Parce que les gens ont une haute opinion d'eux-mêmes, une opinion biaisée d'eux-mêmes, et du coup, ils vont vouloir transcrire l'entièreté de leur personne sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ce qui est une erreur fondamentale, parce que les gens ne s'y retrouveront plus. Choisir ses combats. Parce que si jamais, encore une fois, je reprends mon exemple personnel pour ne pas engager qui que ce soit dans ma parole, mais si je parle de foot un jour, du cinéma le lendemain et d'entrepreneuriat le jour d'après, qui est censé suivre ça ? Bah en fait, c'est pas clair. Et donc du coup, ces archétypes permettent, qu'on a créés, permettent de pouvoir se fixer sur quelque chose de plus concret. Et donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 types de personnalités. Et ce que je dis là, c'est important, c'est exhaustif. C'est pas 4 et il y en aurait d'autres, c'est 4 et il n'y en a pas d'autres. Ça retombe forcément sur l'un des 4. Donc c'est le 1, grande gueule, le 2, l'expert, le 3, le leader de communauté, et le 4, l'explorateur. Sauf que ça, au début, on est arrivé à ça. En mode, c'est cool, c'est intéressant, ça permet de distribuer de donner des tendances. Mais c'était pas assez subtil. Parce qu'en fait, on se rendait bien compte que c'était trop large. Donc ça crée que 4 archétypes, et vu la pluralité des profils qu'on a dans le monde. Bien sûr. Et donc du coup, on a décidé de créer une majeure, donc l'un des 4, et une mineure, l'un des 3 restants. Ce qui nous amène à 12 personnalités à la fin. Et là, pour le coup, ces 12 personnalités, elles ont un niveau de finesse, de compréhension d'une personne, qui fait que quand la personne, elle fait le test et elle a son résultat, elle est en mode « Waouh, ok, là c'est vraiment précis ». Et j'ai même fait le test en rétro-engineering. J'ai pris des gens dont je suis beaucoup le travail, que je connais bien leur personal branding, soit parce que je bosse avec eux, soit parce que j'apprécie leur contenu. Je les ai mis, avant de leur envoyer, je les ai mis dans des catégories. Je leur ai envoyé le test et je suis à 85% de réussite d'identification. C'est énorme. Et ça, une fois que j'étais en mode c'est énorme, c'est incroyable, putain. Et en fait, en y réfléchissant, c'est super logique. Parce que du coup, c'est bien parce que j'avais imaginé que c'était ce type-là de discours qui marchait. Parce qu'il l'incarne, exactement. Et donc en fait, ça m'a donné un espèce de prise de recul en me disant, ce test-là et cette méthodologie-là, elle permet vraiment de se fixer sur la tonalité qu'on veut aborder. Parce qu'on voit bien que même sur des thématiques très différentes, les gens peuvent avoir la même mécanique de construction de contenu. Alors, ça c'est sûr, tu as la tonalité, tu as les sujets que tu abordes et ce que tu incarnes, et tu as aussi où est-ce qu'il faut être présent. Et la grande question que les autres se posent, c'est est-ce qu'il faut que je sois présent partout et de la même manière, avec la même intensité, ou est-ce que je choisis là aussi mes combats ? Mais je comprends, et c'est une des questions qu'on nous pose le plus, mais je pense que c'est la dernière des questions, en fait. Parce que cette question-là, pour moi, elle correspond exactement à ce que tu dis quand tu dis on communique ou on construit une stratégie. Et quand on dit sur quel réseau je suis présent, la première question qu'on se pose, c'est où est-ce que je communique ? Mais sauf qu'en fait, elle vient en conséquence de qu'est-ce que je communique. Et donc, du coup, nous, notre première étape, c'est de se dire de quoi je suis le nom. C'est-à-dire quel archétype j'ai envie de représenter. Et là, je parle même pas de mon test. Je parle de est-ce que je suis la personne qui inspire les gens à faire ça ? Est-ce que je suis la personne qui va permettre d'apprendre aux gens ? Est-ce que je suis la personne qu'on va adorer détester, mais qui va animer un peu les choses ? Donc ça, c'est un peu on va dire quoi, le rôle dans lequel j'ai envie d'occuper dans l'esprit des gens et dans la consommation de contenu des gens. La deuxième étape, c'est le test. C'est-à-dire avec quel prisme j'occupe ce rôle. Avec quelle méthodologie j'occupe ce rôle. Donc là, il y a les 12 personnalités. Je te filerai le test et 12 personnalités pour que tu puisses le mettre avec la vidéo, si ça intéresse les gens de le faire. Et donc à la fin, tu as ce résultat-là. Et là, on arrive à la dernière étape avant le contenu, qui est la thématique que j'aborde. Donc grand 1, l'archétype, c'est-à-dire le rôle que je suis censé occuper. Et là, vraiment, il faut penser personnage de film. Je suis quel personnage dans le film ?
Deuxième étape, quel est mon ton en tant que ce personnage-là? Est-ce que je suis quelqu'un qui va te parler avec beaucoup de force et de radicalité? Est-ce que je suis quelqu'un qui va au contraire avoir un prisme très humble? Est-ce que je vais parler d'abord pour moi ou pour les autres? Et est-ce que je vais parler avec une très grande rigueur ou plutôt avec une très grande force? Et donc ça va être des mécaniques de comment je prends la parole. Et la dernière chose, ça va être le sujet. Donc ça, le sujet, il arrive en troisième dans notre esprit. Ouais. Alors oui, évidemment, quelqu'un qui vient là pour parler de tech, certes, c'est la troisième étape, mais depuis la première, on sait déjà que ça va être plutôt le sujet. Ouais. Mais ça reste la troisième étape dans la construction, parce que généralement, passant par ces deux premiers filtres, on est capable d'aller réussir à trier les sujets et potentiellement même réorienter l'intuition de départ. Et donc là, pour prendre un exemple d'un profil tech qui voudrait développer son personal branding sur le fait d'être une référence dans la tech. Le brief, c'est référence dans la tech. Premier truc, l'archétype. L'archétype, selon nous, tu dois être le personnage du consultant. Tu dois être la personne à laquelle on s'adresse quand on a un problème. Oui. Donc en fait, dans le film, c'est la personne, ça va être un peu Gandalf, par exemple, tu vois. Ouais. Ça va être un peu Dumbledore, tu vois. Après, tu passes ton test de personal branding du surligneur où tu vas avoir les 12 profils. Sur ce type d'intuition-là, potentiellement, tu vas te retrouver avec un profil plutôt avec une majeure expert et une mineure explorateur, une majeure expert et une mineure leader de communauté, ou une majeure explorateur et une mineure expert. C'est un peu les zones sur lesquelles tu peux être. Après, il y en a d'autres, mais voilà. Okay. Donc, tu vas avoir un discours qui va être plutôt rigoureux, plutôt humble, et pourquoi pas tourner vers les autres. Et donc après, ça traite ton sujet. Pour moi, le sujet, c'est quelle est les questions tech que les gens qui ne connaissent pas la tech se posent pour devenir quelqu'un capable de produire de la tech. Et donc là, tu peux avoir globalement 3 possibilités là-dessus. Ça serait 1, décrypter tous les meilleurs types de technologies et les ranker pour qu'on puisse choisir. Mm-hmm. C'est quoi les meilleurs IA? C'est quoi les meilleurs outils pour tel truc? C'est quoi les meilleurs CRM? Ouais. Donc un peu un testeur. La deuxième chose, ça peut être le fait de mettre une méthodologie, tracer des contours et mettre la méthodologie derrière. D'accord. J'ai développé ce truc-là en X temps avec cet outil, voici comment faire. Et du coup, de faire des guides et des guides et des guides et des guides et des guides, tu vois. Ou soit devenir, là pour le coup, pleinement le Gandalf. Et du coup, tu vas aller chercher des gens de ta communauté, gratuitement, de manière rémunérée. Tu vas faire le projet avec eux et tu vas expliquer comment eux ont fait grâce à toi. Et du coup, tu brilles à travers ce que tu permets pour les autres. Sûr. Et donc là, tu vas commencer à avoir un personal branding vraiment beaucoup plus clair. Et arrive du coup la dernière étape, où est-ce que je poste? Et là, dans le où est-ce que je poste, c'est plutôt en fonction des cibles que tu veux toucher, en fonction du type de contenu que tu as envie de faire, et en fonction de quelques contraintes du style, est-ce que tu veux montrer ton visage? Est-ce que tu as envie de parler? Et donc, voilà, ce genre de questions. Tu vois. Bien sûr. Tu as fait de la télé. Ouais. Tu as fait de la radio aussi. Ouais. Je crois que tu as adoré ça. J'ai adoré ça. Qu'est-ce que tu as appris sur l'art de capter l'attention? Parce que là aussi, quand on parle de toutes ces étapes-là qui sont nécessaires pour créer un récit et une image quelque part en ligne notamment, tu as créé la tienne avec succès d'ailleurs. Merci, j'essaye. Non, mais c'est un fait. Donc, qu'est-ce que tout ça et tes expériences, est-ce que tu as pu vivre notamment dans le domaine médiatique, t'ont appris sur l'art, parce que je pense que c'est un art de capter l'attention et de la retenir surtout? La télé, c'est de la merde. Ça, c'est une punchline. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pour te dire, c'est ça le truc. Si tu veux réussir à la télé ou la radio, il faut que la première phrase que tu donnes, ce soit la punchline. Les gens ne puissent plus couper ou changer de chaîne à partir du moment où tu as lâché cette punchline. Elle peut être considérablement nuancée dans la suite de ton propos. Mais à partir du moment où j'ai dit ça, c'est irrésistible pour quelqu'un d'écouter la suite. Ouais, tu dois être radical dès le début. Exactement. Et c'est là où, c'est en ça d'ailleurs que la télé et la radio est pas si différente du contenu très court sur les réseaux sociaux. En tant que chroniqueur, pas en tant qu'émission. Ouais. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment intéressante, c'est de lâcher et de bombarder une punchline en premier qui fait que c'est irrésistible pour les gens d'écouter la suite. La deuxième chose qui est intéressante à développer, c'est, comme pareil pour les vidéos courtes, une intervention, une idée. Une intervention, une idée, une vidéo, une idée, une prise de parole, une idée, une idée, une idée, une idée. Pas 12, pas 5, pas 3, pas 2,5, une. Parce que sinon, les gens ne retiendront pas ce que tu as voulu dire. Donc, ils peuvent sortir de ta prise de parole en 3 points ou en 4 points en disant « Waouh, c'est brillant ce qu'il a dit. Ouais. » Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais plus. Alors que si c'est une idée, les gens retiendront. Et la dernière chose, c'est
pour réussir à garder et à devenir l'épicentre du débat, c'est de terminer sa prise de parole par le fait d'aller renvoyer la balle à quelqu'un sur quelque chose sur lequel nous, on a de la maîtrise. Donc moi, par exemple, mettons, je reprends cet exemple, mais ouais, les médias traditionnels, c'est nul. Et donc du coup, tout le monde est choqué. Ouais. Non, mais alors, je dis pas que c'est nul tout le temps. Je dis juste qu'aujourd'hui, systémiquement, il y a un problème qui fait que... Et d'ailleurs, Philippine, toi, tu connais vraiment bien ces médias-là. Témoigne-nous, qu'est-ce que toi, t'en as vu, tu vois? Et donc là, au final, je deviens celui auprès duquel tu témoignes. Et donc, du coup, c'est facile pour moi d'aller récupérer la parole derrière plutôt que de la refiler à l'animateur ou de leur filer à un autre chroniqueur, tu vois. C'est de la manipulation. Oui, enfin, je sais pas, c'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que t'es pas obligé d'être obsédé par le fait de penser toujours à ces trucs-là, mais après, c'est des réflexes que tu prends. C'est une technique. Ouais. Mais c'est une manière de ne pas être naïf. Parce que moi, ce que je n'aime pas dans la prise de parole, dans le personal branding, dans tout ça, c'est une forme de lame de fond de naïveté qui stipule que à partir du moment où c'est réfléchi, ça ne devient plus authentique. À partir du moment où c'est calculé, ça n'est plus toi. Et à partir du moment où on travaille ça dans le fond, ça devient de la manipulation. Et moi, je suis profondément pas d'accord avec ça. Et je vais prendre un exemple très récent, football, qui, moi, m'a beaucoup marqué. Le coach de Manchester United a des résultats catastrophiques. Il s'appelle Ruben Amorim. Okay. Plutôt un jeune bon coach, un mec qui a plutôt une bonne cote, mais qui est aujourd'hui en train d'avoir des résultats catastrophiques à Manchester United. C'est un coach qui, depuis le début, s'est toujours exprimé avec beaucoup de transparence et beaucoup d'émotion, ce qui, dans l'époque actuelle, est considéré comme très positif. Parce que quelqu'un de très authentique, comme on dit. Tout à fait. Il a fait une conférence de presse où il dit parfois je déteste mes joueurs, parfois j'ai envie de me barrer. Un peu en mode mec au bout du rouleau. Et je suis sûr qu'il est sincère. Et je respecte son courage de le dire. Mais quel niveau de leadership t'as dans un vestiaire quand tu dis ça? Comment tes joueurs ils te suivent quand tu dis que parfois tu les détestes et que parfois t'as envie de te barrer? Donc c'est quoi? C'est ça la sincérité? C'est tirer une balle dans le pied de tout l'objectif et de toute la quête d'un collectif? Ouais, moi j'appelle ça irresponsable, j'appelle pas ça authentique. Et donc en fait c'est là où il peut y avoir en fait plus de nuances que juste si tu dis ce que tu penses, c'est que de toute façon c'est positif. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ça dépend des audiences. Ouais. Là pour le coup il a 2 audiences, son équipe et le public. Et que se serait-il passé pour la France post-1945 si le général de Gaulle avait dit la vérité Bien sûr. sur tout ce que la France avait fait de négatif pendant la Seconde Guerre mondiale? Bah, le général de Gaulle a menti ou n'a pas été authentique de dire que toute la France avait résisté. C'était pas vrai. Mais il avait besoin de le dire à ce moment-là pour pouvoir être en position suffisamment bonne à Yalta pour être déclaré parmi les vainqueurs. Donc il faut parfois mentir pour cartonner sur les réseaux ou incarner sa marque. Plus que mentir, je dirais savoir sur quoi s'exprimer, sur quoi ne pas s'exprimer. Parce que ne pas s'exprimer, c'est aussi dire quelque chose. Et savoir que l'authenticité, c'est dire ce qu'on pense. Ça n'est pas dire tout ce qu'on pense. Et je pense que c'est vraiment là où je mettrais une grande subtilité. Parce que sinon, en fait, on fait plus société. Si jamais à chaque fois que tu penses du mal de quelqu'un, tu vas te permettre de le dire dans un tweet, c'est quel genre de civilisation dans laquelle on vit? C'est la guerre de tous contre tous. Bien sûr. Et typiquement, par exemple, au crayon, et là, c'est pas juste moi, c'est mes 3 associés plus moi, on ne défonce jamais qui que ce soit nommément en le citant, sauf si c'est quelqu'un qui est payé avec de l'argent de tous les Français, donc un responsable public. On ne se permet de taguer quelqu'un négativement que si jamais son argent est obtenu grâce aux Français. Sinon, à partir du moment où quelqu'un est dans le privé, si quelqu'un a les pires méthodes du monde, quelque chose qu'on n'aime vraiment pas, on va dénoncer les méthodes, on va dénoncer les procédés, on va dénoncer les manières de faire, on ne va jamais dénoncer les personnes. Parce que ça n'est pas notre rôle. On n'est pas la justice, on n'est pas le tribunal, on n'est pas procureur. On a des valeurs, on les défend. Donc quand c'est quelqu'un qui parle en notre nom de tous les Français, on n'a aucun problème à les citer parce qu'il parle aussi en notre nom en tant que Français. En revanche, quelqu'un qui parle en son nom à lui, si ses méthodes sont dégueulasses, on va critiquer les méthodes publiquement, on ne critiquera pas la personne publiquement. Ça n'est pas notre rôle, ça n'est pas notre position. Est-ce qu'il y a des politiques aujourd'hui qui t'impressionnent ou qui ont réussi à créer une marque personnelle qui cartonne? Oui, moi j'en ai un que je trouve impressionnant et c'est probablement un des plus impressionnants de tous, c'est François Ruffin. François Ruffin. Explique-nous. De quoi François Ruffin est le nom? Il est le nom des pauvres gens. Grand 1. Donc on revient à l'archétype. Ouais. L'archétype, lui,
c'est le rebelle défenseur. C'est celui qui va se sacrifier pour les autres. C'est un peu, on va dire, dans la mythologie, c'est un peu Moïse dans le désert, en gros, tu vois. Je suis too much, mais en termes d'archétype qu'on D'accord. peut avoir dans la civilisation judéo-chrétienne française, tu vois. L'archétype, c'est un peu vous êtes réduit à l'esclavage par les méchants pharaons, je vais vous aider à traverser le désert pour qu'on ait un meilleur avenir. C'est ça l'archétype de François Ruffin. Quelle est sa majeure et sa mineure avec le test du surligneur? Sa majeure, c'est clairement grande gueule. Oui. Ah, je pense qu'on peut difficilement dire. Sa mineure, Oui. c'est leader de communauté. Il fait ça pour les gens. Ouais. Et donc, du coup, on a major grande gueule, mineur, leader de communauté, c'est le tribun. François Ruffin, je peux te l'annoncer, a la même personnalité qu'Anthony Bourbon. Et tu vois, là, ça paraît beaucoup plus cohérent. Ouais. Et tout paraît logique. Ouais. Et du coup, ça veut dire que Pourquoi écarter Bourbon peut s'inspirer de ce que fait Ruffin en termes de contenu, et inversement. Mais premier Alors degré. qu'ils font deux choses complètement, radicalement Et différentes. mais c'est ça qui est justement, moi, que je trouve très intéressant. La troisième chose dans mon funnel, c'était oui, le sujet que je traite. Donc, le Oui. sujet que traite François Ruffin, c'est le déclassement, c'est la pauvreté, c'est l'inégalité sociale. Et quelle plateforme il doit être, ça, faut voir en fonction de ses stratégies. Mais moi, je trouve que sa plateforme film, documentaire distribué au cinéma est la bonne. Et elle est la bonne pour une raison qui est, on va dire, conjoncturelle, qui est écosystémique, qui est que le cinéma, c'est des bonnes vertus, c'est de gauche, c'est de la bonne morale. On n'aime pas, et je mets même pas de critique personnelle là-dessus. Hein. Mais ce système-là, il existe. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde le constate. Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est un endroit où l'écho d'un tel discours peut être surpuissant. Ça n'a pas loupé, il a gagné le César du meilleur documentaire. Donc c'est pour montrer qu'il a bien choisi sa stratégie. Et ça, moi, je trouve que c'est une stratégie impressionnante. Parce que du coup, quelles sont les conséquences de ça? Première conséquence, c'est la seule voix de la France insoumise qui existe en dehors de Mélenchon. La seule. Au point même qu'il est, je crois, même plus chez LFI. C'est pour dire à quel point il existait hors de Mélenchon. Deuxième chose, il a réussi à créer une voix de gauche qui défend les plus pauvres, là où depuis le quinquennat de François Hollande et les études de Terra Nova en 2011 qui disaient que en gros les gens les gens très pauvres ne suivaient plus la gauche et qu'ils ont basculé sur les minorités, bah, François Ruffin est le seul personne de gauche à avoir massivement mis le sujet de la pauvreté comme étant le cap ultime de la gauche. Donc il a réussi à, de ce point de vue-là, réussi à prendre de la place par rapport au RN sur ces sujets-là. Ouais. Grande victoire pour quelqu'un de gauche. Troisième chose, il s'est construit un ethos politique et médiatique surpuissant parce qu'il est non seulement le porte-parole de ces gens-là, mais il en est l'incarnation. Il débarque pas en costard-cravate, François Ruffin. Il débarque pas en Ferrari. Il débarque pas en tout ce que tu veux. Il débarque exactement habillé comme les gens qu'il défend. Donc de ce point de vue-là, il en est littéralement leur chef du village, quoi, tu vois. Ouais. Et la troisième chose, c'est que il n'antagonise pas ses adversaires, il essaye de les amener vers le changement qu'il veut. Et de ce point de vue-là, il est du coup en train d'accomplir sa mission de leader de communauté. Grande gueule, je tape fort, leader de communauté, C'est j'essaie de hyper construire et de intéressant. bâtir. Et donc là où je trouve ça brillant, c'est que même un Bernard Arnault, qui est pourtant, entre guillemets, son méchant dans l'histoire de François Ruffin, Ouais. il ne l'antagonise pas. Il l'interpelle, il dit discutons, venez dans mon documentaire. Alors, c'est pas pour lui faire passer le meilleur quart d'heure de sa vie. Sans doute que non. Mais de fait, il n'essaye pas de dire vous êtes le diable et vous méritez le bagne, en fait. Il essaie de Font construire un peut-être modèle. les autres Ouais. personnalités politiques. Donc pour moi, aujourd'hui, le meilleur personal branding politique, c'est François Ruffin. Et je pense même que si jamais il se battait moins seul contre tous, ça serait potentiellement la Ouais. personnalité politique la plus populaire de France. Ah ouais, à ce point-là. Ah, mais je suis convaincu. Et d'ailleurs, je suis convaincu que tous les sujets que la gauche veut plaquer avec la pauvreté, la défense des minorités, l'écologie, Ouais. tous ces trucs-là, je suis même convaincu que ces sujets-là font perdre en vitesse à Ruffin parce que ces sujets-là sont très peu populaires auprès des classes Auprès de populaires. cette cible-là. Je ne dis pas que les classes populaires ne sont pas les premières à souffrir Bien de sûr. ces sujets-là. Mais d'un point de vue de la popularité, elles ne se rendent pas compte en tout cas de ça. Ouais. Et donc, elles vont aller défendre des agendas plus radicaux et plus divisants, comme l'agenda du RN, parce que ça trouve des coupables idéaux. Alors que, en gros, dire pour le réchauffement climatique que le coupable, c'est le système capitaliste, pour quelqu'un qui est à 100 € près à la fin du mois, il n'en est pas à un renversement de système. Il est juste en mode comment j'ai 100 € de plus. Non, mais c'est intéressant l'exemple politique, effectivement. Et quand je t'écoute, je me dis, être une personnalité publique et notamment politique sur les réseaux sociaux n'est pas évident puisque tu dois garder un fil rouge
et en même temps aborder des sujets qui sont hyper différents et hyper variés, que sont la technologie, Hyper difficile. l'IA, Et sur lesquels parfois en plus l'environnement. ça ne marche pas. Il y a des sujets qui ne marchent pas et qui ne prennent pas. Oui. Typiquement, toute la défense des LGBT et toute la défense de certains immigrés qui viennent de sociétés plus patriarcales, Mhm. c'est des choses qui ont du mal à passer. On voit des images de Français d'origine algérienne, ou en tout cas supposément parce qu'ils ont un drapeau de l'Algérie sur le dos, Ouais. qui vont aller interrompre des manifestations de gens LGBT ou queer, tu vois. Et donc, tu vois, ça c'est un peu difficile, par exemple. De l'autre côté, parce que la gauche n'est pas du tout le seul à avoir ses propres contradictions, de l'autre côté, le RN ou la droite dure parle du pouvoir d'achat et des pauvres de la ruralité qui sont oubliés, tout en ayant un agenda quand même très pro-business. Et on sait très bien qu'un agenda très pro-business, ça bénéficie pas forcément Bien aux sûr. pauvres à la fin, en tout cas à court terme. Et donc, il y a des gros points noirs là-dedans qui fait que c'est très C'est difficile de intéressant. construire des discours cohérents. Mais si on prend un exemple d'un chef d'entreprise qui est probablement quelque chose de moins clivant, parce que là, même ce que je dis là, peut-être certains peuvent l'interpréter comme clivant. Tout à fait. J'essaie d'en servir une analyse. Vraiment, je donne pas d'avis. Et puis, si les gens veulent en discuter, vous allez me DM et on pourra en discuter avec plaisir. Ce que nous, on voit, en tout cas, vraiment sur la partie chef d'entreprise, c'est à quel point les chefs d'entreprise ne parlent pas de leur sujet, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve ça fou furieux, putain. Mais t'es constructeur de bagnole, parle de bagnole. T'es dans l'agroalimentaire, parle de nourriture. T'es dans la haute technologie, parle d'innovation. Arrêtez de parler de PNL, de RH, de RSE, que sais-je, ça ne marche pas, ça ne prend pas, quoi. Les gens s'en foutent. On peut dire ce qu'on veut, les gens s'en foutent. Alors, le PNL, c'est important pour les marchés financiers. Ouais. Mais de fait, le grand public s'en fout Ils que... voient à peine ce que c'est. Donc, Exactement, sans les doute. gens de tous les jours, même potentiellement tes clients, s'en foutent que tu ailles bien économiquement. Ça ne leur apporte aucune valeur supplémentaire. Le côté RSE, ça peut aider pour la marque employeur, mais pour moi, je pense que d'ailleurs, c'est très, 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 très exagéré par rapport à ce que pourrait être un discours sur la vraie mission de la boîte. Et la dernière chose, c'est tout ce qui va toucher au côté un peu lisse, propre, pas de vague, qui sert à ne prendre aucun risque, mais qui du coup fait que tu peux être très fortement concurrencé par des gens qui vont prendre ces risques-là et qui vont toucher juste. Et je vais prendre 3 exemples. Les voitures, l'agroalimentaire et la haute technologie. Imagine un patron d'entreprise de bagnole Ouais. qui est passionné de bagnole. Mais t'imagines la puissance de l'image, la puissance du truc. Du coup, on est en mode putain, et du coup, tous les fans de bagnole s'identifient à ce patron. Parce qu'ils voient très bien qu'ils sont comme lui. Et mine de rien, les passionnés de voitures sont les plus gros clients de voitures. Donc en fait, c'est logique d'aligner ça. Je veux dire, ok, un patron d'industrie automobile peut parler de robotique, parce que c'est la suite de l'industrie automobile. Tout à fait. On l'a vu avec Wondercraft et Renault, on le voit avec Tesla et Optimus, on le voit avec BYD et l'usine qu'ils ont montrée, qui fait la taille de la ville de San Francisco. Donc, il se passe des choses là-dessus sur la robotique. Ok. Mais vous voulez pas nous foutre ne serait-ce qu'un VP ou un Head of Product, tout ce que vous voulez, qui part dans les médias et qui est en mode moi, cette voiture-là, on l'a construite comme ça, avec tel type de truc, tel type de plaquettes de frein. Je m'y connais pas du tout en bagnole. Hein. Mais moi, j'ai un ami qui est fan de bagnole. Il doit suivre des youtubeurs pour parler de voiture. Pourquoi il ne peut pas suivre un patron de boîte automobile? C'est fou quand on y réfléchit. Peut-être parce qu'ils se disent, enfin, je suis patron de boîte automobile en France, Peugeot, Renault ou autre. Je te dis, mais mon sujet, c'est pas juste de parler des voitures. J'ai pas envie juste de parler des voitures. Oui, c'est ce que je fais, mais en fait, mon enjeu, il est bien plus large. Et peut-être que c'est un peu réducteur. Peut-être qu'il te dirait, c'est un peu réducteur de me faire parler que des voitures, alors que je gère 100 000 salariés, que j'ai des enjeux de réindustrialisation, que j'ai des... Tu vois? Et le mec qui va acheter sa voiture, ces enjeux de réindustrialisation, c'est vrai que ça l'intéresse. Rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, comme tu es quand même dans une industrie qui est drivée par les marques, je suis désolé, hein, l'automobile, c'est quand même une industrie drivée par les marques. Les marques françaises ont eu un déficit de sexiness par rapport à Tesla, par rapport aux voitures allemandes il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et là, très récemment, face à BYD. Alors oui, c'est du design, ok. Oui, c'est quelques fonctionnalités, ok. Et oui, le prix a une partie monstrueusement importante, ça reste un achat utilitaire. Ouais. Mais de fait, la marque a une importance de dingue. Tesla a une affection de beaucoup de gens sur la base de la marque. Même pas parce que c'est Elon Musk, mais parce que ce sont été les premiers, c'était les pionniers. Puis leur design un peu comme ça, de futuriste, dont BYD s'est d'ailleurs complètement inspiré. Inspiré, oui, oui. Donc, il y a un discours à porter sur les bagnoles. Vraiment, il y a un vrai discours. Et le discours, c'est pas
100 000 salariés, la RSE et la robotique. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait d'être fan de bagnole. Et rien ne l'empêche d'avoir de temps en temps, de ne pas en faire son discours principal, mais d'avoir de temps en temps, je veux dire, moi je suis le patron de BYD, j'arrive en France, il faut que je fasse une interview, je vais pas sur BFM Business, je vais pas sur Les Échos, je vais nulle part, je vais chez GMK, plus gros, ou chez Villebrequin. Tiens, allons parler aux gens à qui les bagnoles, ça intéresse vraiment, en fait. L'agroalimentaire, parlons de bouffe, parlons de qualité de la nourriture, parlons de plaisir de la nourriture. Enfin, je veux dire, c'est pas un hasard si dans le film Ratatouille, Gusto, c'est un cuistot bien en chair, très sympathique, tout ce que tu veux. Ouais. Parce que ça inspire confiance, parce que ça fait un peu plat du papa, tu vois, genre... c'est le papa italien qui est là et qui te fait ton plat délicieux, tout ce que tu veux. Ouais. Bon vivant. Bah, ça inspirait. Surtout si tu me permets avec les scandales sanitaro-agroalimentaires qu'ont vécu certaines entreprises. Ouais. Les pubs parlent de plaisir, les CEO parlent de PNL. Il y a peut-être Il y a un entre les deux à trouver, quoi, tu vois. Il y a peut-être une exception qui est Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Et ça t'aura pas échappé qu'il a quand même une com qui est sacrément réussie. Oui. Alors, Leclerc, il se base pas fort, hein. sur la bouffe, pour le coup, il se base sur le prix. Ouais. Mais c'est un vrai bon sujet, parce qu'on va au supermarché et on choisit nos biens en fonction du prix. C'est ça. Super bonne guerre, super bon sujet. Mais t'as plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres choses. Ça peut être la mobilité, ça peut être le choix, ça peut être la qualité de la nourriture, ça peut être le goût de la nourriture, ça peut être plein de choses. Mais il faut qu'on soit capable d'aller porter un discours. Et sur la haute technologie, je suis désolé, mais OpenAI est une masterclass. Ils communiquent sur leur mise à jour comme s'ils venaient de révolutionner l'humanité tous les 4 matins. Oui. Je suis désolé, il y a plein de mises à jour qui sont ultra décevantes. Sauf que comme le produit est en tant que tel déjà tellement énorme à la base, plus les gens vont peu vérifier, plus de toute façon les gens utilisent ChatGPT pour un Google amélioré dans 90% des cas, C'est ça. les gens vont le croire sur parole. Et du coup, OpenAI passe pour la boîte la plus pionnière de l'histoire de l'humanité, alors qu'il y en a d'autres. Je veux dire, Palantir, ils ne parlent pas, et pourtant, ils empêchent des attaques terroristes partout dans le monde, quotidiennement. C'est quoi comme niveau de Hyper technologie quand intéressant. tu fais ça? Ouais. Mais eux, Palantir, ils doivent fermer leur gueule pour des questions de boîte. C'est une boîte secret défense, Sécurité. c'est une boîte de sécurité, de cybersécurité, de cybersurveillance. Ouais. On est sur un délire où eux, au contraire, le moins on parle d'eux, le mieux ils se portent. Mais un OpenAI réussit à vendre ça. Pourquoi Arthur Mensch n'est pas d'abord et avant tout un VRP? Son job est d'être un VRP. Je sais pas toi, moi j'utilise plus ChatGPT que le chat. J'aimerais te dire l'inverse, mais c'est pas vrai. Bien sûr. Alors que si mais Arthur Mensch, il me bourrine quotidiennement sur tous les médias en me disant le chat c'est ouf, on a fait ça. Et quand je dis bourriner quotidiennement, c'est pas juste ce qu'on fait, c'est comme ça. C'est il prend son ordi, il tape un truc, il dit regardez ce qu'on peut faire. Ouais. Il devrait devenir notre Gandalf de l'IA, C'est quoi. vrai. Et ben voilà, le message est passé. Arthur, si tu veux qu'on bosse ensemble. Non mais en vrai, et c'est juste, je dis pas, c'est mon métier, donc forcément que je suis plus inspiré par le sujet que beaucoup d'autres. Bien sûr. Ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'énerve, c'est que les gens ne mesurent pas la différence systémique que ça peut formuler pour une entreprise. OpenAI a d'abord et avant tout gagné la guerre de la communication. Je veux dire, DeepSeek, c'est bon. Anthropic, c'est bon. Claude, c'est bon. Même Mistral, c'est très bon. Pourquoi on parle que de ChatGPT? Parce que l'UX est meilleur. Ok. Ça, c'est un point technique. Mais l'UX est meilleur. Mais la com est beaucoup plus puissante. Ouais. Et d'ailleurs, Lovable, je sais pas si ça te parle. Bien sûr. C'est pour les gens qui ne savent pas, une entreprise, c'est en gros un chat GPT du code. Ouais. Donc en gros, tu mets des prompts et tu peux développer des applications grâce à ça. C'est ça. Ils sont plus connus du grand public, en tout cas en France, que Cursor ou que Bolt, Qui sont. qui sont pourtant très bons aussi. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Mais Lovable est meilleur en com. Et là, ils ont fait une com très récente sur Instagram qui est géniale, où ils ont pris un influenceur qui en gros fait de l'humour de start-up. C'est ça. Et qui est un peu en mode qui fait un peu la blague de les gars, on a levé 5 millions d'euros, on a payé une équipe de tech du futur et on a un produit de merde et tout, comment on va faire? Et t'as un mec qui dit bah du coup vu qu'on a plus d'argent, on va faire notre produit sur Lovable. Et la pub est très drôle, elle est très incitative et tout. Puis après il y en a un autre influenceur où lui va juste dire j'arrive à coder Netflix en 60 secondes. Coder Netflix en 60 secondes, forcément que la promesse elle attire l'œil. Ah bah oui. Et donc voilà, et moi c'est ça qui me fait kiffer, c'est comment on réussit à faire en sorte de battre les gens, à battre ses concurrents, être plus fort, imposer une hégémonie, rayonner, dominer son marché, parce que le discours qu'on porte va plus toucher les gens
que les autres et qui fait qu'à niveau égal, voire même à niveau inférieur, on est quand même plus fort parce que l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire que les gens ont envie d'acheter. Et j'invente rien, hein, c'est Steve Jobs Apple qui a inventé cette vraie mécanique-là. Et donc en fait, je trouve ça juste ouf que... combien de temps? C'est même 30 ans après... non, même pas 30 ans. 40 ans après la pub de 1984 sur le Macintosh et 15 ans après la mort de Steve Jobs, ça paraisse toujours être un sujet Hyper naissant, actuel. edgy, Ouais. moderne au dernier degré, presque un peu bizarre. C'est vrai. Moi, nous, on n'a mais rien tout à inventé fait. au Crayon Groupe. On a juste essayé d'être le plus moderne possible dans cette approche. Et puis avec des méthodes. Bah oui, parce que ça, pour le coup, il faut objectiver. Ouais. Surtout dans le business où les gens, pour le coup, ils achètent Ils en pas ont besoin. de l'intention, ils achètent des méthodes, du sérieux, du concret. Tout à fait. Et nous, du coup, on a dû bâtir nos méthodes, sauf qu'on nous, on n'a pas bâti nos méthodes, puis on a bossé, et ça nous a permis de bâtir nos méthodes. Bah oui. On va essayer de faire. Ça s'appelle Le Crayon. Merci infiniment, Valorant, Avec plaisir. pour cette sacrée masterclass. Une Merci belle claque beaucoup, j'espère que c'était aussi. utile. Eh ben, moi, je le crois. En tout cas, j'espère aussi que ça plaira à nos auditeurs et téléspectateurs. Franchement, merci beaucoup. On te souhaite de toute façon tout le meilleur pour la Avec suite. plaisir, et Reviens puis nous voir allez quand le tu Paris veux. FC. T'es un grand fan de foot. Grand fan de foot, et puis on est Et partenaire. devenu l'agence d'influence du Paris FC, ce qui est un rêve de gosse, parce que moi, depuis C'est que je vrai. suis petit, je rêve qu'il y ait un deuxième club à Paris. Je suis le Paris FC depuis leur presque montée en 2020. Et là, on nous Là, fait c'était confiance pour un club de cœur. Enfin bref, c'est magnifique. Bravo. Félicitations. Merci.